Mon tour de remercier rapidement Paune pour l'invitation et puis tous les gens qui sont venus pour partager ce retour d'expérience et cette discussion ouverte autour des outils de travail collaboratif. Je vais essayer de vous faire un retour sur quelques outils que j'ai pu utiliser. Pour bien commencer, ce n'est pas mon sujet préféré, mais juste me présenter. Je connais quelques personnes ici, mais pas tout le monde. Donc, je m'appelle Christopher Legui, je suis chef de projet et consultant web depuis 1999. J'ai passé un peu plus d'une dizaine d'années à Bordeaux en agence, dans des agences de différentes tailles, et aussi chez l'annonceur, à faire en interne de la com digitale, pour revenir en Poitou-Charentes, intégrer une agence et puis créer donc une agence qui s'appelle 4h4. Voilà, où nous faisons du conseil et de la conception en projet numérique. Sur mon parcours rapidement, d'abord j'ai acquis mon expérience peut-être comme beaucoup d'entre vous sur le terrain, puisque à l'époque il n'y avait pas de formation de gestion de projet web. On faisait la gestion de projet web comme on faisait la gestion de projet informatique. J'ai passé les méthodes cycle en V, Meurice, UML, comme beaucoup ont connu, qui n'étaient pas super adaptées au web, et en même temps les stratégies de com, puisque je venais de la com, et on sentait bien qu'il y avait un truc à trouver entre les deux sur la gestion de projet. Donc beaucoup d'expérience sur le terrain. Ce qui était intéressant, c'est que comme j'étais en pleine période de la bulle, j'ai passé plein d'agences qui fondaient les plombs les unes après les autres, des grosses, des petites. Je suis passé chez Publicis Bordeaux où il y avait une grosse structure, puis dans des entreprises où il n'y avait qu'une personne qui avait été fondée par un ancien développeur C qui se lançait dans le web voilà, et qui faisait du PHP. C'est là que j'ai appris un peu d'ailleurs la programmation orientée objet, ça m'a beaucoup fait rire. Puis je me suis dit je ne suis pas fait pour ça. Donc voilà, donc des équipes de toute taille assez intéressantes qui vont permettre aussi peut-être voilà, de vous présenter quelques outils que j'ai pu croiser. Je suis un fan d'agilité, ça surprendra probablement personne, puisque effectivement aujourd'hui on ferait difficilement la gestion de projet numérique correctement sans agilité. Néanmoins, je ne suis pas un ayatollah et j'aime pas les stéréotypes, c'est-à-dire que je ne suis pas un fan de la méthode, mais j'aime plutôt les méthodes et les bonnes méthodes avec les bonnes équipes. Et c'est un peu le fil conducteur de ce que je souhaiterais qu'on partage aujourd'hui, c'est que les outils collaboratifs, c'est un petit peu pareil. Et pour ça, d'ailleurs, je voulais faire un petit topo sur le pourquoi on en vient sur des outils collaboratifs, et puis aussi vous parler après de ceux qu'on ne va pas aborder aujourd'hui, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, pourquoi des outils collaboratifs? D'abord parce que de plus en plus, on est confronté à des équipes hétérogènes. Quand je dis équipes hétérogènes, c'est des collectifs de freelance. Je pense qu'il y a peut-être pas mal de freelance ici, en tout cas de gens qui bossent tout seuls, sur des équipes de mix freelance-agence SS2I, freelance-agence, mix maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, donc avec des personnes qui sont chez le client, des développeurs chez le client. Et ça, c'est un contexte qui est assez relativement nouveau. Bon, la collaboration agence-freelance a toujours existé, mais le mode projet entre des équipes clients, des équipes freelance, des équipes agences, c'est quelque chose qu'on rencontre de plus en plus. Le fait de bosser aussi en collectif de freelance, c'est quelque chose qu'on rencontre de plus en plus. C'est très lié au développement des espaces de coworking et aux méthodes de travail collaboratives. Et c'est ce qui nous amène aussi à trouver les bons outils pour travailler ensemble. Travailler ensemble parce qu'il y a de l'asynchronisme, un chouette mot pour le Scrabble. En fait, on ne travaille pas forcément en même temps, que le client. Je sais qu'il y a quelques personnes ici qui travaillent tard le soir, le week-end, et pas forcément en même temps que leurs clients. Et pourtant, il y a des moments où il faut se retrouver, et il y a des moments où il faut partager de l'information. L'asynchronisme aussi, il peut être tout simplement lié à la distance. On bosse aussi avec des gens qui ne sont pas géographiquement à proximité. À l'étranger, des expats, dans une autre région, des gens avec qui on se rencontre, on se croise, et pour ça, les outils numériques pour le collaboratif sont un bon outil. C'est aussi parce qu'on a besoin d'impliquer des parties prenantes. Quand je dis parties prenantes, c'est surtout les donneurs d'ordre. Alors à différents niveaux, il y a les managers de proximité, il y a les gens qui vont être peut-être PO côté client sur le projet, qui viennent voir ce qu'il en est de temps en temps et qui nous alimentent en info, il y a les gens qui sont en équipe projet, et puis il y a les gens qui managent les dirigeants qui veulent suivre le projet. Les outils collaboratifs vont nous permettre aussi effectivement de partager un certain nombre d'infos et donner de la visibilité, en tout cas d'apporter une traçabilité. Et puis, on parlait d'agilité avant, on a de plus en plus besoin d'outils qui sont adaptés à ces méthodes et qui facilitent l'agilité et qui sont eux-mêmes agiles. Quand je disais pas de stéréotype, c'est qu'effectivement, et plus d'une fois je me suis heurté à ce principe-là, c'est d'arriver avec un outil que j'imaginais fonctionner avec une équipe pour se rendre compte très très vite que l'outil ne fonctionnait pas. À partir de là, on a deux méthodes. Soit on demande à l'équipe de s'adapter à l'outil, ce qui n'est pas terrible,
soit on essaye de trouver le bon outil par rapport au fonctionnement de l'équipe, ce qui est un petit peu mieux, mais ça nécessite d'avoir peut-être une certaine agilité et flexibilité dans les outils. Les enjeux, justement, eh bien, c'est la fluidité du projet. Ce qui est hyper important, c'est de pouvoir, justement, grâce à ces outils, gagner en fluidité par rapport au fait que tout le monde ne bosse pas en même temps, se rencontre à certains moments, mais qu'il puisse y avoir effectivement une reprise des éléments. La flexibilité, grâce à de bons outils, on va pouvoir peut-être agir et réagir plus rapidement, donc complètement en adéquation avec le mode agile. La réactivité, de pouvoir être plus vite tenu informé, réagir, automatiser des choses, mais on en reparlera. Et la visibilité et la traçabilité. La visibilité pour diffuser l'information largement à l'ensemble des acteurs du projet, et puis la traçabilité, puisque ces outils-là vont quand même nous permettre d'historiser, et donc de pouvoir revenir sur des décisions et des choix qui ont été faits, chose qu'on faisait auparavant avec de beaux comptes rendus de réunions, pendant les réunions qu'on tenait, où il y avait quelqu'un qui faisait la prise de notes et qui était éventuellement capable de dire ce qui était fait ou qui ne faisait pas la prise de notes. Donc l'intérêt de ces outils, effectivement, c'est qu'ils vont nous permettre d'avoir cette traçabilité sur les choix qui ont pu être faits, à condition qu'ils soient bien utilisés, bien entendu. Alors je vous disais tout à l'heure qu'il y a des choses qu'on ne va pas aborder, donc autant se le dire tout de suite. Ne sont pas nominées toutes les grosses, ce que je vais appeler les grosses solutions, qui font tout. Jira, Asana, Bandcamp, Redmine, il y en a plein d'autres. Alors pourquoi? Parce que d'abord, elles sont toutes très bien, elles font toutes plein de choses. Par contre, d'expérience, pour avoir essayé de les implémenter ou les avoir implémentées dans certains contextes, déjà ça fonctionne très bien quand on est en mode clos, c'est-à-dire qu'on travaille avec une équipe où tout le monde est peut-être dans la même boîte, dans la même agence. Ça devient plus compliqué déjà quand on externalise un certain nombre de prestats. Ça reste des usines à gaz, même si l'UX est plutôt bien fait et de mieux en mieux sur ces outils voulant tout faire finalement, la prise en main est très 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 complexe. Et puis ça prendrait surtout beaucoup de temps. Déjà il faudra en choisir un, ce que je serais incapable de faire, et puis ça prendrait beaucoup de temps de parler de ces différents outils là, et puis en choisir un, ce serait probablement une erreur. Je ne vais pas parler du partage de fichiers, je ne vais pas vous faire cet affront. Je pense qu'aujourd'hui les services de cloud, on les utilise tous, et il n'y a pas besoin de faire de benchmark ou de retour sur les services de cloud. Je ne vais pas parler des Google Apps, quoique. J'y crois que parce que dans certains cas, ça peut avoir du sens, plutôt que de déployer d'autres outils dédiés à certains des cas que l'on va avoir là, et qui le font peut-être de manière un petit peu trop complexe. Ça va dépendre des gens avec qui on travaille. Tout simplement, c'est que parfois, un calendrier Google, ça le fait, dans certains cas, et ce n'est pas la peine d'aller chercher une solution de planification un peu complexe. Une fois que ça c'est dit, on va passer sur le premier use case, tout simple, ça va être d'organiser la réunion. Effectivement, souvent le projet, ça commence par, bon, on va se rencontrer, on va organiser une réunion. Et organiser une réunion, ce qui n'est pas facile quand on est une équipe hétéroclite avec plusieurs intervenants qui ont différents systèmes, c'est déjà qu'on n'a pas tous le même calendrier, on ne partage pas nos calendriers, puisqu'on n'est pas dans la même boîte, donc on n'a pas forcément un accès au partage de calendrier, et qu'on ne connaît pas la disponibilité de chacun. Donc il y a quelques petits trucs qui sont sympas, en tout cas que j'ai eu l'occasion de croiser, et pour certains d'utiliser. Vous en avez quelques-uns ici, alors à chaque fois, je préviens, les listes ne sont pas exhaustives. L'objectif aussi, c'est que si certains d'entre vous connaissent un outil qui justement ne figure pas ici et qui a toute sa pertinence avec un super retour d'expérience, l'objectif c'est qu'effectivement on puisse en discuter à l'issue de cette petite présentation. Les trois premiers outils font à peu près la même chose. Calendly, Acuity Scheduling, 10 to 8, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà utilisé ces outils. Eh bien, en fait, le but, c'est de donner de la visibilité sur la disponibilité, sur votre disponibilité, pour organiser une réunion. Et donc, de permettre d'envoyer un lien à quelqu'un qui va permettre de vous dire, tiens, je te cale une réunion à tel moment parce que je vois que tu es dispo sans savoir ce que tu as à faire. D'accord ? Doodle, tout le monde le connaît, c'est tout bête, mais parfois, c'est un bon moyen que chacun donne sa disponibilité. Puisque l'écueil souvent dans ce cas-là, c'est de dire on a une discussion, au pire on a une discussion par mail, au mieux on a une discussion dans un outil conversationnel, on peut avoir un outil Slack, etc. Et on va passer 10 minutes à dire moi je suis dispo à telle date, ouais mais je suis pas dispo, ouais mais moi j'ai piscine, ouais mais moi je suis en congé. À créer peut-être aussi un fichier spreadsheet ou Excel, et ça fera peut-être sourire certains, sur lequel on va tous mettre sa présence, qu'on ne va pas mettre à jour puisqu'on a tous à entretenir déjà notre propre calendrier. L'avantage de ces outils, c'est qu'ils vont s'appuyer sur vos calendriers, Gcal, iCal, Outlook éventuellement, et donc faire
leur boulot. On va regarder, alors j'ai une petite préférence. Hop, c'est pas ce que je voulais faire. Petit souci technique, j'arrive pas à switcher l'écran ici. Hop, il fallait bien qu'il y ait un. Alors, voilà. Hop. J'ai une petite préférence pour celui-ci qui s'appelle Calendly pour l'expérience utilisateur. Puisque si vous testez, si vous benchmarkez les 3 premiers, vous allez vite vous rendre compte que la prise en main, Calendly, en 5 minutes, même pas, vous avez synchronisé votre calendrier et vous êtes prêt à envoyer un lien. La limite en mode gratuit, parce que le pricing, grosso modo, c'est une durée de rendez-vous gratuite pour un calendrier. Donc vous pouvez donner des fenêtres de 15, 30 minutes ou 1 heure. Et si vous voulez rajouter, donc pouvoir choisir et donner la possibilité à la personne de choisir la fenêtre, il faut passer en mode payant. Les pricing sont accessibles sur les sites. Là, l'idée, c'est que j'ai choisi, les gens auxquels je vais envoyer ce lien, ont la possibilité de me proposer un rendez-vous de 30 minutes. Et donc, ils vont voir éventuellement les jours qui sont disponibles. S'il y a des jours qui ne sont pas disponibles, hein, ils vont être grisés. D'accord ? Et puis, vont s'afficher uniquement les créneaux horaires où je suis dispo. D'accord ? Donc là, je suis sur un calendrier fictif, mais en fait, si j'avais de la disponibilité sur un des créneaux horaires, il n'apparaîtrait pas. Bien entendu, tout est configurable. Si vous voulez les créneaux au quart d'heure, à la demi-heure, quels sont vos horaires de travail. Et là, tout simplement, la personne va pouvoir me caler un rendez-vous. D'accord ? Le formulaire qui est derrière est configurable. À minima, c'est ces informations-là, mais vous pouvez rajouter des informations. Et moi, je vais recevoir une notif me disant que quelqu'un souhaite, moi-même en l'occurrence, souhaite me fixer un rendez-vous avec moi-même pour telle date, telle heure, et de pouvoir l'accepter, sans que j'ai besoin de discuter avec lui, puisque forcément, ce créneau-là, je suis dispo. Après, je peux lui faire une contre-proposition derrière. Donc, une expérience super fluide, quelque chose de très simple en termes d'interface, et qui permet très rapidement de caler un rendez-vous. La limite, effectivement, c'est que c'est du one-to-one. C'est que ça ne permet pas forcément d'envoyer l'invitation à 10 ou X personnes. Je n'ai pas encore trouvé l'outil qui permettait de le faire. Doodle reste le meilleur outil finalement, puisqu'on envoie à plusieurs personnes, avec voilà, une interface. Mais celui-ci, je voulais vous le présenter parce qu'il est vraiment sympa quand on n'a pas trop le temps de débattre du rendez-vous et qu'on veut envoyer à quelqu'un avec qui on bosse une invitation. Et puis j'ai quand même mis, je disais, je ne parlerai pas des Google Apps, mais j'en parle un peu, parce que finalement, quand on travaille tous avec un univers Google Apps, on est quand même pas mal à le faire, ou en tout cas pas mal à avoir un compte Google qui nous permet d'accéder aux services de Google. Parfois, juste pour les besoins du projet, créer un calendrier Google qu'on partage et qu'on synchronise avec son calendrier en affichant que sa disponibilité, et bien ça fonctionne. C'est tout bête, mais c'est un outil partagé, c'est un outil qui fonctionne, on peut déléguer les droits pour éventuellement poser des rendez-vous, et ça permet de suivre la chose. Et ça évite de maintenir X calendrier, vu que Google, vous pouvez aussi le synchroniser avec votre iCal ou un calendrier Outlook. Deuxième chose, visualiser le planning projet, le planning des équipes, plutôt la disponibilité, puisque là, ce calendrier-là, finalement, permet de caler une réunion, mais pas de voir le staffing de l'équipe projet de manière globale. Alors là, encore une fois, pas exhaustif, d'accord, il y a plein d'outils. Ceux-là, je les ai benchmarkés. J'ai une petite préférence aussi pour Teamweek. Pourquoi ? Pareil, pour la gratuité déjà. Tout ce qu'on peut faire dans la version gratuite, ce qui est non négligeable quand on est une petite structure. Et puis l'expérience utilisateur. Resource Guru fait globalement la même chose. Je vais vous montrer comment fonctionne Teamweek derrière. Float aussi, mais tout de suite en mode payant, il n'y a pas de mode gratuit. Il y a un trial de 15 jours, je pense, mais après vous passez en mode payant. Le pricing, c'est dans les 5 € par utilisateur par mois. Donc ça peut le faire sur une courte période, ça peut ensuite, tout dépend de la taille de l'équipe. Le dernier, c'est pas un Facebook mal fait, c'est Harvest Forecast. Je ne sais pas si vous connaissez la solution. Ça peut être intéressant pour les petites structures. Parce que Harvest, c'est vraiment un super outil. C'est 2 outils en fait. Harvest, c'est l'outil principal de l'éditeur. Harvest App, c'est un outil qui permet de faire de la saisie de temps. Donc du temps passé sur des projets. De manière hyper simple, avec une super interface, une super expérience utilisateur. C'est la bonne vieille feuille de temps, mais repensée avec l'ergonomie d'aujourd'hui. Et ils ont sorti une deuxième solution qui s'appelle Forecast. Alors malheureusement, Harvest est gratuit, l'outil de saisie de temps, donc il vous permet de noter les temps que vous passez, se synchronise bien entendu avec vos calendriers.
est gratuit pour une personne. Malheureusement, Forecast est payant. Et Forecast, c'est ce qui permet justement, en fonction de ce qui a été saisi et ce qui est planifié dans Harvest, de voir la disponibilité des ressources et d'obtenir un calendrier. Et surtout de faire du consolidé derrière. Donc une manière simplifiée et pas old school de faire du Gantt en fait, en quelque sorte, et du suivi de temps. Je vous invite vraiment à tester si vous êtes à la recherche d'une solution de saisie de temps et de planification, parce que c'est vraiment très très bien foutu. Et puis là aussi, un Google Calendar peut faire la balle, sachant qu'en plus, si on est un petit peu, bricoleur, il y a des outils qui permettent d'extraire les données du Google Calendar et de faire de la consolidation dans Spreadsheet. Faut être un peu bricoleur, mais un Spreadsheet plus un Google Calendar, vous pouvez avoir une consolidation du temps passé. Le seul truc un peu compliqué, mais c'est un peu le cas dans toutes les solutions, c'est qu'il faut revenir sur son Google Calendar pour modifier les temps passés des projets pour être au réel. Mais c'est une solution qui coûte zéro. On va regarder un petit peu Teamweek ensemble. Alors voilà un Teamweek vierge. J'ai pris des risques, j'ai ouvert Slack. Je demanderai aux personnes qui ont accès à mon Slack, je ne vise personne, d'éviter les publications qui viendraient mettre la pagaille. Voilà un exemple de Teamweek bien rempli. Alors Teamweek, ce qui est assez bien foutu, c'est déjà que, alors expérience utilisateur pour la connexion, 30 secondes, d'accord, je me connecte avec mon compte Google. J'ai un tout bête calendrier, d'accord, qui peut être géré par groupe ou par projet. Bien entendu, je peux configurer mes projets. Là, je n'ai pas de projet, mais je peux configurer un projet. Dans chaque projet, je peux mettre des ressources. Ressources qui vont être affichées ici. Là, j'en ai 2. Et en fait, c'est tout bête. J'ai juste à cliquer sur une partie, sur une case, à déplacer. Ça crée une tâche. Je peux sélectionner le projet, ajouter un projet, bien entendu. Voilà. Choisir la durée. La période, je peux ajouter les notes. Je vais mettre, voilà, hop, donc ici on va mettre, voilà. Et je vais l'ajouter. Je peux dupliquer facilement si jamais c'est du récurrent. Voilà. Je peux la dupliquer par ici. Première limite de cet outil, par exemple, il n'y a pas les recurring tasks. C'est-à-dire que je ne peux pas créer une tâche et je la fais tous les lundis pendant un mois. C'est le petit truc qui manque. Je peux marquer une tâche comme done. Pour du suivi. Ça se synchronise avec Trello, GitHub et un certain nombre d'outils, donc pour remonter éventuellement des choses qui vous sont affectées. Et donc ça va me permettre moi déjà de bloquer mon temps. Ça vous donne le temps en fonction de la durée de votre journée, ça peut vous donner éventuellement combien de temps il vous reste. Là je suis sur une base 8 heures, j'ai encore 1 heure de dispo. Et puis de voir surtout, c'est ce que je vous montrais ici, c'est qu'en mode collaboratif, je vois le calendrier de mes collègues. Et que ça va me permettre de voir s'il est dispo pour bosser sur ce projet-là ou ce qu'il a prévu de faire, et donc de négocier avec lui, de dire, tiens, tu as prévu de bosser sur ces baquettes-là à ce moment-là, tu as prévu de bosser sur l'UX de ce projet-là à ce moment-là, ça ne va pas le faire derrière parce que moi, voilà, je dois enchaîner et je vais être charrette. Il y a juste un truc aussi qui manque, je trouve, et c'est justement ce que fait la Forecast dans Harvest, c'est que par rapport à tout ce que je saisis là et ce que je marque comme donne, je n'ai pas de consolidation du temps passé projet. Donc ça veut dire que si derrière, je veux voir quelle est ma rentabilité projet, c'est le petit truc qui manque. Ce qui est super bien fait justement dans Harvest et Forecast, puisque comme vous donnez les ressources, les tâches qu'ils font, même la valorisation des tâches qu'ils font, et vous avez même le prix de vente et le prix d'achat, vous pouvez très rapidement avoir un calcul en fonction de votre planning, de savoir ce que vous avez fait, et donc le temps passé sur le projet et la rentabilité projet. Donc Teamweek, très très bon outil, je vous invite à l'utiliser avant les autres, d'autant que son mode gratuit permet de faire plein de choses, avec une team qui va jusqu'à 5 personnes, donc ce qui convient quand même à des équipes de taille relativement moyenne, ou des petites agences. La planification de tâches. Alors par planification de tâches, j'entends la fameuse to-do list. Ou en tout cas, au-delà de la disponibilité. Alors on peut faire de la planification comme on l'a vu éventuellement avec Teamweek et les autres outils, mais plus souvent, on en revient un petit peu au basique. Alors il y a 2 manières de faire de la planification de tâches, du mode old school, avec des outils de Gantt, mais des outils de Gantt en ligne et collaboratifs. Gantt Pro est pas mal foutu à cet égard. Team Gantt fait à peu près la même chose. Je crois que je vous ai ouvert un Gantt Pro quelque part. Il est là. Donc un bon vieux Gantt, voilà. Donc
ça ne vous apprendra rien sur le Gantt. Par contre, l'avantage, c'est justement que c'est partageable et que donc vous pouvez collaborer sur le Gantt si vous êtes plusieurs éventuellement et arbitrer le projet. Bon, on est contraire à l'agilité un petit peu là, parce qu'on va faire une planification figée du coup, on va à l'encontre de ce qu'on aime faire. Mais ça permet, là, dans ce cas-là, par exemple, ce que j'ai fait ici, c'est finalement un backlog et une planification de sprint qui est retranscrite, mais qui nécessiterait de bouger beaucoup. C'est pour ça que ce n'est pas ma préférence, ces outils-là, et que globalement, je préfère utiliser des outils que je pense que vous connaissez pour la plupart. J'en ai oublié un, mais on en reparlera après, qui sont Trello, voire GitHub. Alors GitHub, justement, je vais vous dire pourquoi, puisque récemment, je ne sais pas si vous avez vu, mais GitHub a ajouté un mode project qui permet d'avoir du Kanban. Et donc de gérer sa to-do list dans un Kanban, ou d'autres choses d'ailleurs dans un Kanban, parce qu'on peut faire plein de choses avec un Kanban, et donc de l'associer à des issues. C'est pas encore parfait, mais c'est déjà une bonne base pour fusionner dans un seul et même outil. Puisque la multiplicité des outils, on y reviendra, c'est aussi un petit peu la complexité. Vous connaissez tous Trello, pour la plupart. Ok. Donc rapidement, pour faire le comparatif des deux, le benchmark des deux, est-ce que je vais ouvrir un Trello? Donc le Trello, vous le connaissez, on l'utilise comme on veut. Je pense que si on l'utilise, c'est bien de l'utiliser à fond, d'utiliser les étiquettes, d'utiliser les notifications, d'utiliser les add-ins. Il y a tout un tas d'add-ins qui sont sympas. On a droit, je crois, en mode gratuit à 2 power-ups, donc 2 add-ins standards. Si en plus on invite des copains, on a un plan Gold qui nous permet d'ajouter des add-ins et de tester des add-ins pendant une période limitée. Ce qui est intéressant comme add-in, c'est des add-ins qui vont permettre d'interfacer avec Google Drive, avec Slack, avec GitHub, et donc de créer un petit peu de l'automatisation de tâches. Mais je reparlerai de l'automatisation. Il y a un mode burn-down chart qui peut être utilisé. Il y a un mode calendrier qui peut être utilisé aussi, qui permet d'avoir une vue calendaire. C'est pas parfait, mais quand on n'a pas un super outil ou si on ne maîtrise pas forcément GitHub ou qu'on n'a pas une équipe qui travaille avec GitHub, c'est quand même pas mal, puisque ça permet de faire pas mal de choses. Il y a tout le flux de commentaires, tout le flux de discussion qui nous permet d'être tagué, de suivre les tâches, de mettre une échéance et donc de bouger les tâches dans le Kanban et d'avoir un mode quand même relativement flexible et agile. Et puis on l'organise comme on veut. Ça peut être un traditionnel to-do doing done ou ça peut être une sorte de sandbox dans lequel on a tout ce qui rentre, et puis on peut avoir un truc qui marche bien, c'est de faire ce que j'ai prévu de faire ce mois-ci, ce que j'ai prévu de faire cette semaine, et ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui, et puis ce qui est fait. Et comme ça, d'avancer les cartes en fonction de ma planification. Voilà le mode projet sur GitHub. Alors le mode projet sur GitHub, ce qui est encore perfectible à mon sens, c'est que on crée une carte dans le Kanban qu'on doit ensuite convertir en issue pour créer une tâche. On peut aussi, ce qui est quand même un petit peu mieux et ce qui fonctionne plutôt pas mal, c'est aller chercher des issues qui sont déjà créées et donc les positionner dans le Kanban. Kanban qu'on organise comme on veut, bien entendu, en utilisant les filtres, bien entendu, de la recherche de GitHub, les filtres natifs, donc sur les tâches qui sont ouvertes. Il ne met en général, quand il n'y a pas de filtre, que les dernières tâches qui ne sont pas ajoutées au Kanban. C'est-à-dire que si j'ajoute une tâche, bien entendu une carte au Kanban, il ne va plus me la proposer dans la liste. Et donc de gérer l'avancement sur ces éléments-là. Gros avantage de cette méthode et de cet outil, c'est que finalement, ça nous permet de faire rentrer dans GitHub des gens qui ne sont pas forcément des gens du métier dev, et donc de pouvoir partager les infos. Puisque sinon on va se retrouver avec un Trello d'un côté et puis un GitHub de l'autre avec devoir jongler entre les deux outils. Là, dans ce cas de ce projet-là, c'est ce qui s'est passé. On a commencé avec un Trello puis on a tout importé rapidement dans GitHub. Ce qui a permis de fusionner les choses. Le temps de prise en main d'adaptation juste de cette partie-là et d'adaptation des personnes qui n'ont pas l'habitude d'utiliser GitHub à GitHub est très rapide. Et même si derrière la gestion des issues peut paraître un petit peu complexe pour les gens qui ne sont pas habitués, ça leur permet d'avoir toute la traçabilité et surtout de savoir exactement où tout le monde en est. Donc ça permet de gagner du temps effectivement en réunion, de savoir où chacun en est. L'exercice qu'il faut faire par contre, c'est la lisibilité, puisqu'effectivement, alors bien découpé, puisqu'effectivement il va y avoir des repos, là et c'est le cas, un repo qui va être, on va dire, pour les noms
les non-initiés au développement, donc dans lequel on va causer généraliste, d'accord. Et puis il y a un repo qui est dédié au métier, où là, il peut y avoir des choses un petit peu plus pointues. L'intérêt, c'est qu'on peut faire discuter tout le monde, et de manière totalement flexible et fluide. Ça fonctionne plutôt très bien. Et on ne sent pas le manque du... Il manquerait quelques trucs empruntés à Trello pour que le Kanban de GitHub soit top, mais voilà, c'est vraiment très très intéressant comme manière de travailler. Certains présents ici pourront témoigner sur l'utilisation de ces outils avec d'autres personnes voilà, qui ne sont pas forcément dans la partie dev. Donc on a tout planifié, on a organisé le projet, on va commencer à bosser. Comme on ne produit pas beaucoup de docs de cahier des charges en amont, on va tout de suite commencer à prototyper à partir de quelques mock-ups ou de quelques maquettes. Je ne ferai pas le tour des outils de mock-up parce que c'est un peu pareil que les outils de gestion de projet, il en existe 1000. J'en cite juste quelques-uns qui ne sont pas forcément des outils de mock-up, mais qui sont plutôt des outils pour collaborer avec le client pendant un prototypage. Même si, dans le cas des deux derniers, on est bien sur des outils qui servent à faire du wireframe et du mock-up, mais qui intègrent une partie qui va permettre de faire du collaboratif. J'ai pas beaucoup d'expérience sur l'expérience design. On va le tester prochainement dans le cadre d'un projet, donc je me ferai une idée. Ça a l'air d'être un produit parfait comme ça, parce que surtout quand on utilise toute la suite Adobe. Après, à voir si vraiment ça tient ses promesses en termes de prototypage et surtout de collaboratif. Vous connaissez Marvel et InVision? Marvel App, InVision. Très intéressant sur ces outils. Au-delà du fait, alors pour ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement de cet outil-là, voilà, j'en ai pas. J'ai qu'un outil démo, mais c'est pas grave, je passerai sur un autre après. Ce qui est intéressant sur le fonctionnement de ces outils-là, c'est qu'en gros, vous avez votre outil de créa ou de mock-up. Donc vous travaillez avec Sketch, vous travaillez peut-être avec Photoshop. Donc vous créez en fait des fichiers images que vous allez importer dans l'application. Marvel et InVision fonctionnent pareil. Vous allez créer des écrans et vous allez gérer la cinématique, l'enchaînement de ces écrans. Vous créez des zones cliquables sur les écrans et à partir de ces zones cliquables, vous créez un parcours utilisateur. Limite par rapport à un proto.io et experience design aussi, c'est que ça ne gère pas directement le responsive. Il faut créer plusieurs vues d'un même projet pour pouvoir gérer l'affichage selon le device. Par contre, il existe des outils pour diffuser sur smartphone une interface mobile et permettre à quelqu'un de télécharger et de jouer avec l'interface. Le gros plus, moi je trouve, sur cette méthode, c'est le commentaire. C'est-à-dire que je vais pouvoir... Ici, vous voyez, j'ai une bulle de commentaires. Je vais pouvoir prototyper, passer le lien aux autres personnes qui doivent valider le parcours, qui doivent tester le parcours, donc les équipes clients ou le product owner. Et donc, eux vont laisser des commentaires en dessinant sur une zone, en disant, ici, il y a une correction, si jamais on a une étape de maquette de validation. Ici, je trouve que c'est pas super bien placé, et donc d'avoir un fil de discussion. Ce qui est génial, c'est que moi, je peux finir mon proto tard le soir, et puis partir sur une autre mission le lendemain. Le client recède, je reçois des notifications, j'ai tous les commentaires. On n'a pas eu besoin de se réunir et de se bloquer pendant 2 heures ou 3 heures pour faire le point. Si jamais il y a un point bloquant, ok, on peut se voir, mais en attendant, voilà, on a fait la recette du prototypage sur l'outil. Je vais essayer de connecter. On a un autre ici, un vrai. Sur le pricing, alors j'ai une petite préférence pour Marvel aussi. Après, ça n'engage que moi. Mais j'ai testé les deux et j'aime bien l'expérience de Marvel. Ils font grosso modo la même chose. Il y a des trucs que fait l'un, que fait pas l'autre. Sur les transitions, vous pouvez gérer les effets de transition des écrans, vous pouvez gérer de l'overlay, donc afficher une modale par exemple, un menu, etc. Un certain nombre de choses. Et ici typiquement, on a un projet où il y a un certain nombre d'écrans, avec des choses qui sont très graphiques, des choses qui le sont un petit peu moins. Et puis ce qui est intéressant derrière, c'est ça, c'est qu'effectivement, voilà, j'ai toute l'historisation de ce qui a été décidé, de ce qui a été fait et de ce qui a été discuté avec les différents intervenants du projet. Qui n'ont pas besoin de se créer un compte. Hein. Je leur envoie juste l'URL, j'ai un share en fait du projet. Je leur envoie l'URL et donc eux ils peuvent accéder au projet, naviguer dedans et commenter sans avoir besoin de créer un compte. Ce qui est assez important aussi dans les outils collaboratifs, j'ai tendance à bannir les outils où le client a besoin de créer un compte.
parce que souvent ça peut mettre la pagaille et surtout qu'on n'est pas dans le SI du client, donc on ne sait pas s'il va pouvoir créer un compte partout. Donc c'est le gros avantage, avec voilà, une fonctionnalité très très poussée. Intéressant aussi sur ces outils-là, c'est les synchronisations. Synchronisation, il y a un plugin qui existe pour Sketch qui vous permet en fait de synchroniser directement vos écrans de Sketch dans Marvel. C'est-à-dire que je fais une modif, j'enregistre mon écran dans Marvel, ça remonte automatiquement dans Sketch, pardon, ça remonte automatiquement dans Marvel. Mon Marvel est à jour. Il y a la même chose avec InVision et Photoshop, et InVision et Sketch. InVision et Photoshop, alors c'est un peu plus touchy, mais c'est tout simple. En fait, c'est un système de nommage de groupe de calque. C'est-à-dire que quand je crée un groupe de calque, je crois que c'est le plus ou le plus dans Photoshop, il détecte en fait que c'est une image. Genre, j'ai mon groupe de calque menu, qui est mon menu en overlay qui apparaît quelque part. Je le nomme plus menu quelque part. Dès que j'enregistre, hop, il va me mettre à jour l'image plus menu. Ce qui fait que du coup, j'ai pas besoin de réuploader mes images. Sinon, c'est un système d'upload de l'image et puis de mise à jour. Si l'image porte le même nom, il va la mettre à jour. Sur InVision, il y a un système de synchro aussi de dossiers. C'est-à-dire que j'ai mes dossiers qui sont stockés, mes dossiers images qui sont stockés. Quand j'écrase une image sur ma bécane, ça va automatiquement synchroniser et mettre à jour comme un Google Drive avec l'outil. Je ne vous fais pas de démo d'InVision, c'est la même chose, d'accord, même fonctionnalité à 2-3 choses près. Proto.io, pas mauvais outil de prototypage. Alors j'ai pas mis Axure ou des trucs comme ça parce que je trouve que c'est des usines à gaz aussi, d'accord. Bon, après il y a des gens qui travaillent avec, qui trouvent que c'est très bien, hein, je ne vais pas porter de jugement là-dessus. Proto.io, on est un peu à la limite. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va gérer le responsive et puis il n'est pas encore trop compliqué. Après on tombe vite dans des usines à gaz. La grosse partie finalement, c'est la vie du projet. C'est-à-dire qu'on a vu la planification, mais derrière, il y a tout, par ce que j'entends par vie du projet, c'est tout ce qui va être finalement recette, ticketing, debug, évolution du projet en lien avec ce qu'on a fait auparavant. Là pour ça, on n'a pas encore trouvé beaucoup mieux que les outils qu'on a déjà cités. Ça peut se faire avec Trello, d'accord, mais ça oblige éventuellement des gens qui utiliseraient GitHub de switcher entre les deux. On a vu qu'on pouvait, comme on peut utiliser dans GitHub, si jamais on fait son suivi dans GitHub, on peut utiliser GitHub. Je ne suis pas du tout un expert, j'ai pas d'expérience dans GitLab, mais je sais qu'on a quelqu'un ici qui connaît bien et qui pourra nous en parler. D'accord. Et puis, alors dans toutes petites équipes, dans certains cas, un spreadsheet pour du suivi, surtout sur de la recette, ça peut faire l'affaire. Un fichier bien construit, avec des ID de choses qu'il y a à faire, des écrans. Moi, ça m'est arrivé d'utiliser pas mal pour de la maintenance. Ça peut être intéressant, surtout que ça peut être partagé éventuellement avec un externe, avec un client, pour le suivi des évols. Sur ce suivi projet, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'automatisation va nous permettre de faire remonter automatiquement des choses. J'en reparlerai un petit peu plus tard. Sur GitHub, c'est la même chose, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un outil qu'on utilise pas mal. Comme je vous disais, l'intérêt, c'est de faire collaborer donc, les équipes avec des gens qui ne sont pas forcément métiers, d'intégrer du lien, de partager un certain nombre de choses, de l'ouvrir à l'extérieur. Donc il y a la limite effectivement du nombre de licences sur le GitHub, mais qui est un bon outil puis qui permet de gérer la production aussi. Donc c'est surtout ça qui est intéressant, je trouve, dans ce mode-là, c'est d'être au plus proche de ce qui se passe vraiment. Et quand on est dans un mode un peu XP où on fait de l'intégration continue, où on livre très souvent, eh bien ça évite, ça permet à tout le monde d'être tout le temps au courant de ce qui se passe. Alors il faut faire attention un petit peu à la surinformation, c'est un peu la limite d'ailleurs je trouve de l'automatisation, c'est qu'on finit par avoir des notifs de partout et on a tellement de notifs qu'on n'arrive plus à les suivre. Mais avec un peu de gymnastique, ça permet quand même de savoir ce qui se passe. Surtout qu'on ne sait pas, le gros enjeu, c'est qu'on ne sait pas en début d'un projet comment ça va se passer. On peut partir avec une théorie en se disant, tiens, allez, on va faire du 100% Scrum avec une planification de sprint, voilà, et puis se rendre compte que ça ne tient pas à la route et qu'il faut qu'on... Comme je vous disais, il n'y a pas deux méthodes spécifiques, c'est plusieurs méthodes. On peut switcher doucement et transiter vers du extreme programming, vers du lean, mélanger tout ça, parce que ça fonctionne bien dans le contexte en fonction des échéances. Parce que se fixer une échéance, parfois, même si le Scrum c'est très agile, se fixer une échéance à un moment donné, voilà, ça contraint une échéance là où le projet peut bouger beaucoup. Sur GitHub et GitHub, et on verra après avec Slack, c'est ce qui s'est passé. On est passé sur un projet avec tellement peu de visibilité et un environnement tellement changeant qu'on pétait le backlog et le sprint backlog régulièrement. Donc ce qui avait plus d'intérêt.
Communiquer dans l'équipe projet. Alors ça c'est intéressant. Slack, très bon outil. Si vous n'y êtes pas encore passé, je vous invite à y passer, à tester. Très bon outil à plusieurs égards, notamment sur l'automatisation, sur la facilité de prise en main, sur l'intégration des documents. On peut communiquer bien entendu via les Google Apps et via Hangout, bien entendu via Skype pour organiser une réunion. Et puis le dernier outil, Appirin, que j'ai cité pour son expérience utilisateur, parce que c'est vrai que je trouve que de tous, moyennant quelques soucis rencontrés récemment, c'est celui qui est le plus fluide. Je ne sais pas si vous avez déjà testé l'expérience Appirin, mais alors, si vous avez l'habitude d'utiliser un JoinMe par exemple, ou des choses comme ça, ou d'autres outils, vous voulez lancer une conf avec Appirin, vous créez une room, vous pouvez même mettre des noms rigolos, ça crée ma room, j'ai un lien, je le partage, la personne se connecte, on y est. Voilà. Moins de 30 secondes pour avoir quelque chose de fonctionnel. Si j'avais un Hangout, il faudrait m'assurer que la personne a un compte Google. Si j'avais un Skype, il faut que je m'assure que la personne a un compte Skype. Il y a ceux qui vous disent, moi j'ai Skype, moi j'ai Hangout, etc. Voilà, quand je dis qu'on peut rigoler avec les noms, hein, voilà, on a un qui s'appelle Sprint de merde, un autre qui s'appelle WeChat. Voilà, on peut faire du partage d'écran. Quand on a envie de déconcentrer les autres, on peut utiliser des stickers. Voilà, non, sincèrement, c'est très efficace. Moyennant quelques petits problèmes de réseau rencontrés, que je n'avais pas rencontrés jusqu'à présent, rencontrés avec, notamment lors d'une réunion avec Enguerrand. Mais globalement, ça fonctionne très très bien. Je vous invite aussi à l'essayer cet outil parce que c'est pas mal du tout. J'utilisais beaucoup Skype et Hangout auparavant, un petit peu de JoinMe de temps en temps. Maintenant, je ne me pose pas la question. Je propose d'abord ça. Dans la plupart des cas, et même avec une connexion pas terrible, j'habite personnellement en campagne avec une connexion pas terrible, mais j'ai pas trop de lag. Donc c'est plutôt pas mal. Quand on commence à monter à plusieurs, comme tout, ça monte ses limites. L'automatisation. Alors là, je dérive un peu. Je sors du collaboratif, mais ce que je souhaitais partager avec vous, et surtout pour faire naître la discussion par la suite, c'est comment, avec tous ces outils, on peut les faire communiquer entre eux pour automatiser les choses. Premier système, si vous utilisez Slack, ça va être les bots. Sébastien, après coup, pour vous en parler très bien sur ce qui a été fait, un retour d'expérience sur ce qui a été fait avec Ubot dans le cas de la synchro entre GitHub et ce qui se passe sur Slack. On verra quelques exemples, si tu me permets, sur comment ça discute. Vous avez aussi un peu le pendant Bitbucket, voilà, qui permet aussi de synchroniser les choses. Puis vous avez des, bon, j'en ai cité quelques-uns, bien sûr, il y en a plein, hein, des bots pour Slack, des bots de planification ou de non-planification, Mikan ou Audi, qui vont vous permettre d'éviter des réunions ou de créer des réunions, des to-do bots ou Poly pour les sondages, d'accord. Et puis il y en a plein. Zapier et If This Then That, je ne sais pas si vous connaissez ces deux outils, c'est des outils qui créent des connecteurs. Alors, c'est pareil, ça peut être un peu compliqué à configurer dans certains cas. Pareil, c'est quand même globalement bien foutu sur l'interface si vous avez déjà utilisé. L'intérêt de ces outils, celui-ci porte bien son nom d'ailleurs, hein, If This Then That, c'est s'il se passe quelque chose dans tel endroit, alors tu fais autre chose dans tel endroit. Si j'ai un Slack qui m'est envoyé, par exemple, tu m'envoies, tu enregistres tel événement. Ça nous a permis par exemple de tester un petit truc pendant un temps, c'est que Slack en mode gratuit ne garde qu'un certain historique de conversation. D'accord. En fait, pour rigoler, j'avais créé, je crois que c'était un Zapier, qui disait à chaque fois qu'un Slack est posté, tu le stockes dans un spreadsheet avec l'eurodatage, ce qui permet en fait de retrouver dans un spreadsheet l'historisation. Bon, ça crée vite un spreadsheet énorme que vous ne regardez jamais, mais voilà, ça fait la balle. Sur les deux, Zapier ou FTT, vous pouvez globalement faire des interactions entre tous les principaux outils, GitHub, Slack et Google Apps, les outils de mailing, Mailchimp, Sendinblue, Mailjet, les outils de facturation bien entendu. Voilà, il y a une pléthore de scénarios, puis vous avez des recettes toutes prêtes qui sont partagées qui permettent de trouver des idées. On va regarder un petit peu plus en détail Slack. Voilà un exemple de channel dev sur Slack avec des exemples de requêtes. Où voilà, on a un certain Seth Prunier qui demande à Bot de montrer les pull requests ouvertes.
et d'obtenir effectivement directement dans cet environnement, sans avoir à changer à sortir de son Slack, les pull requests qui sont ouvertes. Ici, puis il y a des choses un peu custom qui sont peut-être orientées aux gens qui ne sont pas dans le dev. C'est que là, donc on est sur un système d'agrégation d'API avec donc, des partenaires APIisés via une commande, en fait, ce qui permet de voir ici les partenaires qui sont actifs sur un environnement donné. Donc les API actives. Ça permet de remonter aussi, doivent regarder le Slack qu'on envoie à cet instant même. Ça permet aussi éventuellement de connaître l'état d'un service, de requêter à l'état d'un service et de le retourner, et de remonter une alerte dans le Slack. La limite, on parlait tout à l'heure de surinformation, c'est que ça devient vite le souk. Et qu'en plus, compte tenu de la limite de 10 000 Slack dans la conversation, dans l'historique, vous avez vite passé le cap en fait, avec des notifications qui tombent. Voilà. Je ne sais pas si tu as des exemples de choses qu'on peut demander à Bot. Regarde en général. Voilà. Bot, take example. Bon, je ne vais pas le faire pour vos oreilles, mais voilà. On avait fait un truc avec du GIF animé aussi pour aller chercher du GIF animé automatiquement. Enfin voilà, ça se programme un peu comme on veut, ça fait plein de choses. C'est très intéressant quand même dans cette utilisation, surtout dans la complémentarité des outils Slack et GitHub et d'autres outils. Ou dans un autre cas, voilà, avec Bitbucket et Slack également. Ça permet aussi de suivre ce qui se passe quand il y a des déploiements en prod, des choses comme ça. Donc, avec des gens qui sont non plus pas du métier, qui sont sur le Slack, qui ont accès au channel et qui peuvent suivre les choses. Donc, je disais, voilà, il y en a beaucoup. Il y a quelques discussions dedans. Alors voilà, la difficulté, c'est après de retrouver une discussion à l'intérieur de ça. Donc là, il suffit de bien ranger les choses aussi. D'éviter les discussions dans des channels comme ça, parce que pour les retrouver après, c'est un peu compliqué. C'est un channel qui va être dédié en fait à la notification. Alors, les limites de ces outils-là. Il y en a plusieurs. Bien entendu, c'est pas merveilleux tous ces outils-là. Il y a pas mal de limites. La première, c'est de faire un choix. J'ai fait qu'une petite sélection ici, mais dans chaque slide, j'aurais pu rajouter le triple finalement d'outils. Avec des outils avec une ergonomie variée. Bien entendu, l'outil qui fait tout n'existe pas, ou s'il existe, il est trop complexe. De manière générale, d'ailleurs, j'ai tendance à préférer des petits outils qui en font moins, mais qui le font avec une bonne UI, une bonne UX. Parce qu'ils sont plus vite pris en main par les utilisateurs. Comme je vous disais, bannir ceux aussi qui demandent la création d'un compte utilisateur. Et avoir des outils spécialisés, autant que possible. Et de juste regrouper les choses qui ont du sens. Comme vous voyez, le Kanban avec le suivi des issues dans GitHub qui a vraiment du sens. Mais de ne pas lui faire des choses qui seraient trop complexes. La pérennité des outils, oui, tout ça, c'est des startups qui créent des outils qui sont parfois très très bien, mais qui coulent peu de temps après. Donc choisir un outil durablement, c'est quand même faire le pari que ça va durer et quid des data le jour où ça crache, le jour où ça s'arrête. Donc voilà, il faut être vigilant quand même sur combien de temps ça fait que cet outil existe, est-ce que la boîte globalement va bien, c'est quoi sa roadmap, de manière à savoir à peu près ce qu'il en est et la stabilité aussi du système. Surtout quand on va commencer à partager avec des clients et puis des clients grands comptes, qui pour le coup, si ça foire en plein milieu, vont être un petit peu dubitatifs. La capacité, le temps d'adaptation de l'équipe. Oui, parce que c'est bien beau GitHub avec un Kanban, mais quand vous avez des gens du market, même si on n'aime pas les mettre dans la boucle, mais à qui on doit mettre entre les mains un outil comme ça, il faut leur expliquer comment ça marche, ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire, ce qu'on peut faire, parce que autant ça offre l'opportunité d'être en contact directement avec des gens qui travaillent, autant, et même si on est agile, il y a des moments où le mode tunnel c'est un peu intéressant. Et si on considère que ça va être la possibilité à tout moment de déranger quelqu'un pour lui assigner une tâche, ça devient compliqué. Et puis, il y a la capacité à comprendre comment ça marche. Et au-delà de la capacité à comprendre comment ça marche, je connais bien personnellement le problème, c'est les gens qui veulent bien l'utiliser. C'est-à-dire que vous avez avoir les plus beaux outils, si vous avez des gens qui ne les utilisent pas, qui ne les mettent pas à jour, si vous ne tracez pas systématiquement dans les échanges, dans une conversation, dans une issue GitHub, ce qui se passe, ce qui se dit, ça ne sert à rien.
Si vous avez, et c'est vrai que dans le cas Slack plus GitHub, ça nous arrive encore aujourd'hui, hein, de dire ça n'a pas sa place ici, cette conversation, on ne va pas l'avoir là, on va l'avoir dans l'issue, parce que si on la recherche demain, on ne saura jamais où on a pris la décision. Donc il y a une discipline. Il y a une discipline malgré tout à avoir, à minima, pour être certain que l'outil marche bien. Il y a les contraintes techniques, ma préférée. On aurait pu faire un test pour rigoler, c'est que notamment sur les outils de réunion, le but c'est de faire gagner du temps avec des petites réunions. Combien de fois on s'est dit, bon allez, on se réunit, ok, on se réunit comment? Alors déjà on se réunit comment? On se réunit Hangout, on se réunit Slack, on se réunit Appear, ok, bon allez, une fois qu'on a choisi, donc déjà on a passé 5 minutes à choisir, est-ce qu'un tel est dispo? Ok, est-ce qu'il est vert dans Slack? Est-ce qu'il est vert dans Hangout? Est-ce qu'il est dispo? On lui a envoyé le lien. Il clique sur le lien, alors dans Appear c'est génial, il a le lien, il clique, il se connecte. Sauf que là, on l'a en mode Daft Punk, on ne comprend rien à ce qu'il dit, on a que les syllabes, ou que les voyelles ou que les consonnes, pardon, ou une syllabe sur deux. Donc on passe 10 minutes à chercher d'où ça vient, la webcam ne marche pas, le micro ne marche pas, je reboot ma machine, c'est Chrome qui a planté. Voilà, on a perdu un quart d'heure pour au final se dire, allez, on l'a fait par téléphone. Et on met le mode conférence sur le téléphone. Donc ça, c'est surtout sur la conversation, c'est un peu la grosse limite malgré tout de ces outils-là où on perd encore un petit peu de temps. C'est génial, mais voilà, parfois, direct, on s'appelle, on fait un mode conf téléphonique. En gros, si on n'a pas besoin de se voir, on ne se voit pas. On s'appelle, ça marche bien, le réseau téléphone encore passe bien. Et puis, ce qui est important pour moi, c'est qu'il y a bien des cas où il est mieux de se voir. J'envisage pas de faire une rétrospective de sprint ou de faire un story mapping à distance. Il y a des moments comme ça où les gens, il faut qu'ils soient ensemble. Il y a des moments, si jamais ça fight un peu sur un sujet, il n'y a pas pire que la distance. Parce que l'interprétation de ce qui va être dit dans une conversation, ce qui va être dit pas compris à distance, un mot coupé, etc., finalement on communique mal. On communique mal et se forcer à se dire ok, les outils collaboratifs c'est bien, mais à ces moments-là on va se voir pour résoudre une tension, pour faire un atelier qui mérite de se voir avec des bons vieux post-it ou un bon vieux tableau et puis un marqueur, il n'y a pas mieux. Donc je ne suis pas pour le tout outil collaboratif des maths non plus, parce que je trouve que ça a bien ses limites sur le sujet. Voilà l'essentiel des contraintes. Alors on pourrait parler de l'ingérence aussi, des gens à qui on ouvre l'accès aux outils et qui viennent les utiliser comme il ne faudrait pas. Bon, ça arrive aussi. Donc attention à l'ouverture, aux droits qu'on peut accorder, ou surtout bien faire aussi un bon disclaimer sur ce qu'on est supposé faire dans chaque outil. Je parlais tout à l'heure effectivement de veiller aussi à la sérénité des équipes, au bon respect des temps de réponse, etc. Pas avoir les mêmes travers que le mail. On essaye de délocaliser du mail, c'est pas pour faire la même chose. En conclusion, il y a deux choses en fait, moi, que j'en ai retiré. Je l'ai déjà dit un petit peu de manière induite pendant cette petite présentation. C'est qu'il faut tester et apprendre les outils, et très vite. De la même manière qu'on le fait sur nos projets, pivoter sur les outils. Si on n'a pas le bon outil, pas la bonne méthode, il ne faut pas s'acharner à essayer de le faire marcher. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. On essaye de voir pourquoi ça ne marche pas, et on essaye de faire quelque chose. Dans une mesure, on pourra éduquer les gens, mais dans une certaine mesure, il ne faut pas, comme les outils que l'on conçoit, on ne conçoit pas nos outils pour que les gens s'y adaptent, on conçoit nos outils pour qu'ils soient adaptés à nos utilisateurs. Et bien, les outils avec lesquels on travaille, on doit s'appliquer la même règle. On doit tester, apprendre, et surtout, garder ce qui marche. Lorsqu'il y a un truc qui marche bien, le garder avec l'équipe. Et là, pour le coup, on peut commencer à intégrer d'autres personnes et à standardiser un petit peu. Et pas hésiter à remettre en cause de temps en temps l'organisation, rien n'est figé, en fonction encore une fois du projet et de la vie du projet. Puisque ce qui marche au début d'un projet peut ne plus marcher à une phase ultérieure, parce que justement on a perdu en visibilité. Et pareil, il ne faut pas être un ayatollah, il faut de temps en temps essayer de changer un petit peu de méthodo en cours de route. Rester agile, mais pas appliquer une méthode parce qu'on a dit que c'était comme ça, ou parce qu'il y a un Scrum Master qui a dit que c'était comme ça. La méthode pour la méthode, comme on le voit beaucoup d'ailleurs chez nos clients, des gens qui s'y mettent et qui disent parce que c'est comme ça, et bien voilà, il faudra faire comme ça. Et finalement, on en vient à avoir les mêmes travers décisionnels que l'on avait sur les méthodes traditionnelles.
J'en ai fini pour cette petite présentation. J'espère que ça va permettre d'ouvrir les perspectives et d'échanger tous ensemble. Ce que j'aimerais savoir, c'est vous, ce qu'il en est par rapport à tout ce qu'on a vu là, vos retours d'expérience, et puis savoir si vous avez d'autres questions sur des choses qu'on a vues. Préciser des retours d'expérience sur des outils qui vous intéressent, que vous n'utilisez pas, ou vous avez utilisé mais jamais à fond. C'est la partie la plus intéressante de ce petit événement. C'est le moment où on discute tous ensemble de ce qu'on fait, comment on le fait, et ce dont on en tire.